Bonsoir à toutes et à tous. C'est avec un plaisir non dissimulé que je vous retrouve pour ces prochaines nuits dans la libre antenne d'Europe 1 jusqu'à 1h du matin. Vous savez que vous pouvez pendant ces 2 heures vous confier et nous confier vos préoccupations, vos interrogations, ce qui vous touche, vous questionne. Corentin et Quentin sont là ce soir au standard, prêts à prendre vos appels au 39 21. J'attends avec impatience également vos réactions par SMS au 7 39 21 en faisant précéder vos messages du mot nuit. Vous pouvez également nous adresser vos courriels sur europe1.fr en cliquant sur la rubrique libre antenne. Et si vous nous laissez vos coordonnées, on peut peut-être même vous rappeler et dialoguer tous ensemble sur l'antenne. Fabrice Fougerousse réalise ce soir pour vous cette émission. Europe 1, Roland Pérez. Le monde lutte contre le réchauffement climatique. Mais lui continue de faire monter la température sur Europe 1. Il s'entraîne depuis longtemps. C'est ça l'ambiance des pieds dans le plat. Je peux donner la réponse, chef? Menée par Cyril Hanouna. Alors déjà, il n'y a pas de chef ici. Ouais. Chérie, je peux donner la réponse? Venez rire, jouer. Vous détendre tous les jours dès 16h avec Cyril Hanouna sur Europe 1. Voilà. Et on accueille Janine pour cette première libre antenne. Bonsoir Janine. Bonsoir, merci de m'avoir appelé, c'est très gentil. Je suis ravi de vous avoir. Merci beaucoup. Bon, je ne vous connais pas, je ne sais pas si je vous ai quelquefois entendu. J'ai entendu souvent Caroline et oui, puis Sophie Peters. Voilà, Sophie qui a pris quelques jours de vacances et moi j'avais fait une partie de l'été avec Caroline Veil. C'est très bien comme ça. Voilà. Bon voilà, j'avais appelé, je ne sais pas si vous êtes au courant un peu de mon histoire. Un petit peu, mais je vais vous laisser justement raconter pour l'ensemble de nos auditeurs. Voilà, j'avais rencontré il y a 4 ans un monsieur dans une grande surface. Je ne sais pas nommer la grande surface. Et puis voilà, et on a parlé de choses et d'autres parce que ce monsieur était... Je ris encore d'ailleurs. Ce monsieur était au rayon carottes petits pois et puis il a fait tomber toute la pile au moment où je passais. Et comme il avait l'air très très embêté, je l'ai aidé à ramasser ses petits pois et puis ses boîtes de petits pois. Et puis il m'a dit je suis seule, je ne sais pas faire la cuisine et je me nourris de petits pois et de carottes. Oh, c'est quand même dommage. J'ai dit il y a quand même d'autres bonnes choses que petits pois et carottes. Et puis de fil en aiguille, il s'est trouvé que ce monsieur avait un terrain très près de chez moi, tout en parlant comme ça. Et puis donc, on a sympathisé. Et puis de là, on s'est revus, et puis voilà. Bon, ce monsieur, au départ, était quand même très agréable, et toujours très gentil. D'ailleurs, je vais pas dire qu'il est pas agréable. Il est toujours très gentil, très, très serviable. Je peux avoir besoin de faire mes courses, de m'amener chez le médecin, ou d'aller quelque part. Il n'y a jamais de non. Mais voilà, il y a environ 3 semaines de cela, c'est ce qui m'a décidé. D'abord, je m'ennuie beaucoup avec lui. C'est un monsieur qui n'a pas de conversation. Voilà, qui ne parle jamais de rien, où il me parle de foot, où il va me parler de vélo, de course de vélo et tout ce qui s'ensuit, ce qui a été sa vie d'ailleurs. Au bout d'un petit moment, vous savez, quand vous entendez ça pendant 4 ans, vous n'avez plus envie d'entendre ça. Et je m'ennuie terriblement. J'ai l'impression d'être seule, de pas avoir de compagnon. Et il y a environ 3 semaines de cela, j'ai eu une très très grosse contrariété. Il y a eu un deuil près de moi et je suis tombée malade à la suite de ça. Je n'ai pas été bien du tout. Et je suis tombée malade. Je l'ai appelé pour lui dire que j'étais pas bien. Il ne s'est pas dérangé. J'étais 3 jours malade. Après, le soir, il me retéléphone. Il me dit comment veux-tu? Je dis comment vas-tu? Je dis écoute, je suis pas toujours très bien, mais c'est pas grave. Puisque il n'aime pas les malades, voilà. J'ai compris, parce que c'est arrivé plusieurs fois, j'ai eu des grosses grippes comme tout le monde, j'ai fait une sciatique, j'ai fait des petites choses comme tout le monde, à 84 ans, ce sont des choses qui arrivent, et il ne s'occupe pas de moi du tout si je suis malade. Il ignore, il n'entend pas, et lorsque je lui reproche de se conduire comme cela, il me répond pas. Il ne dit pas, il ne dit rien. J'ai dit, mais enfin, t'as rien à dire. Tu peux pas au moins t'excuser de me dire quelque chose. Il me répond, non, j'ai rien à dire. Et voilà. Alors donc, si vous voulez, ça m'a décidé déjà que je m'ennuie énormément avec lui. J'ai l'impression d'être seule. Des fois, je me dis quand je suis chez lui, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Enfin, bref. J'ai pris ça quand même, tant bien que mal. Et puis là, maintenant, il y a eu le ras-le-bol. Et puis, je suis décidé à rompre. Voilà. Alors, Janine, ça fait combien de temps d'ailleurs? Vous nous avez pas dit que je n'en peux plus de cette solitude en ayant quelqu'un, parce que j'estime quand on est en couple,
couple comme ça, si un est malade, l'autre doit être présent et vice-versa. Et ce n'est pas le cas. Lui, il a été souffrant, il a été opéré de la cataracte, ça a raté, il n'a pas été bien, il a fait des céphalées pendant 15 jours. Je suis restée près de lui, je me suis occupée de lui, je l'ai soigné. Mais moi, si je suis malade, il ne faut surtout pas que je lui dise que je suis malade. Alors ça, moi, je trouve que je peux plus. Ça, c'est pas possible. Alors, Janine, ça fait combien de temps, justement, que vous avez rencontré ce monsieur? Ça fait 4 ans. 4 ans. Il s'appelle comment? On peut donner son prénom ou ça vous ennuie? Oh, ça m'ennuie pas, non. Oh, peut-être, oui, ça m'ennuie. Alors, alors on va pas le nommer. Oui, parce que après tout, il peut y avoir des écoutes, quand même. D'accord. Ouais. On va pas le nommer, c'est pas grave, Janine. Non. Donc ça fait 4 ans et pendant ces 4 ans, c'est parce que là, ça fait combien de temps que les choses déraillent un peu en tout cas? Écoutez, au début, il a toujours été très gentil. Hein. Il est toujours très gentil d'ailleurs. Hein. Je peux lui demander n'importe quoi, d'aller me chercher n'importe quoi, mes bouteilles, me monter mes bouteilles, m'amener chez le médecin. Mais depuis le début, vous vous ennuyez avec lui? Je m'ennuie. Depuis le début? Au début, ça a été à peu près. Disons que ça a été à peu près, parce qu'on arrivait à sortir un peu. C'est un monsieur qui ne sort pas, qui ne s'intéresse à rien du tout, et c'est un monsieur qu'il faut forcer pour tout. Je crois que dans sa vie, il n'a jamais dirigé. Alors, qu'est-ce qui vous a plu au départ? Au départ, sa gentillesse, voilà, sa gentillesse. Voilà, quand on s'est rencontrés, il s'est montré tellement gentil, un homme très doux, très gentil, et puis voilà, disons que il m'a plu par sa gentillesse. Je n'ai pas eu de coup de foudre, lui il a eu un coup de foudre terrible pour moi. Mais alors, Janine, vous dites sa gentillesse, en même temps vous dites que lorsque vous êtes précisément vous êtes malade, vous êtes souffrante, il prend pas vraiment de vos nouvelles, il s'occupe pas de vous, il a un rapport à la maladie un peu compliqué. Voilà, du tout. Autrement, je peux lui demander n'importe quoi, il n'y a jamais de non. Qu'est-ce que vous lui demandez par exemple? Je sais pas, je vais lui dire, écoute, je suis pas bien aujourd'hui, je peux pas aller chez le médecin toute seule, j'ose pas prendre ma voiture ou quelque chose comme ça. Il arrive, il m'accompagne chez le médecin, il m'attend. Mais alors, faut pas que je sois malade du tout. J'ai été malade plusieurs fois, j'ai fait comme tout le monde, des grippes, des sciatiques, des choses comme cela. Mais non, ça. Quelle a été sa vie à ce monsieur avant de vous rencontrer, Janine? Je crois pas marrante, je crois. Et je crois qu'il avait une femme qui le dominait beaucoup. C'est un homme qui ne disait rien du tout, qui ne répondait pas et qui était très effacé. Et il répète un petit peu ce schéma avec vous? Voilà, exactement. Il répète ce schéma avec moi. Et alors, qu'est-ce que vous faites, vous, pour lui, en revanche, Janine? Alors, on a entendu ce qu'il faisait un peu pour vous, mais vous, qu'est-ce que vous faites pour lui, Janine? Moi, n'importe quoi. Je vais lui faire des bons petits plats. Si je sors, je pense à lui, je ramène un petit cadeau. Ce que je fais pour lui, je suis gentille. D'abord, je vais vous dire, moi, je suis quelqu'un d'une dame qui est très féminine, qui est très câline, qui est très prévenante et qui est toujours, j'ai besoin de parler. Je lui parle, je lui raconte des histoires. Lui, il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Vous pensez qu'il n'écoute pas du tout? Parce qu'il ne répond pas. Apparemment, il ne réagit pas. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'écoute pas? Il n'écoute pas et il ne répond pas. C'est les deux. Il n'écoute pas. Parce que je lui dis, je lui ai raconté des histoires sur ma vie, sur mes parents, sur tout ça. J'ai dit, tu te souviens? Je dis un jour, je t'ai raconté, il n'y a pas très longtemps, je t'ai raconté. Ah, il me dit non, je me souviens pas. Mais il ne se souvient jamais de rien. C'est un homme qui n'écoute pas. Et comme moi, j'écoute beaucoup, j'ai une mémoire, à mon âge, malgré que j'ai 84 ans, j'ai une mémoire d'éléphant, comme on dit. Janine, vous lui reprochez en fait de ne pas vous ressembler. Voilà, exactement, il me ressemble. Et vous auriez envie de rencontrer quelqu'un qui vous ressemble, Janine. Exactement, voilà. Et ça, c'est un peu compliqué. Je vais vous dire quelque chose. C'est vrai qu'avec le temps, on a envie de rencontrer souvent des gens qui nous ressemblent pour regarder un peu dans la même direction et partager ensemble. Voilà. C'est un monsieur qui est gentil. Je ne lui reproche pas d'être gentil. Ça, c'est vrai. Mais ça ne vous suffit plus, Janine. Ça ne me suffit plus. Parce que d'abord, moi, j'ai eu une vie, je vais vous dire carrément, j'ai eu un mari pendant 50 ans qui avait une profession libérale, où j'ai beaucoup sorti, où j'ai eu beaucoup d'amis, j'ai côtoyé beaucoup de gens dans le milieu médical et tout ce qui s'ensuit, et je me trouve un petit peu, si vous voulez, pas dans mon monde, si vous voulez. D'accord. Et si vous lui avez dit que vous risqueriez éventuellement de le quitter, de vous séparer, alors sa réaction, elle est toujours aussi muette? Plusieurs fois, il reste de glace. Mmh. Et pourtant, si j'ai l'impression que si je le quittais, il serait certainement très malheureux. Parce qu'il me dit quand même, de temps en temps, il me dit, tu sais, je n'ai jamais eu une femme comme toi.
Et là, Ça, il me le c'est dit. une belle déclaration, Janine, ça. Oui, je sais, c'est une Mais déclaration. ça ne vous suffit pas. Non, ça ne me suffit pas, parce que vous savez, quand vous êtes tout un C'est individu- difficile. Il a quel âge, Janine? Il a 80, il va avoir 85. C'est difficile à 85 ans de changer, Janine. Ah ben, il ne changera pas, de toute façon, ça je le sais. Et vous le saviez depuis le début qu'il ne changera Oui, pas. bah oui. Non, si, quand même, Vous pensiez? j'espérais quand même. Et vous n'arrivez pas à prendre le bon, simplement le bon qu'il a en lui, c'est-à-dire déjà cette extrême gentillesse, cette disponibilité. Alors c'est vrai, il n'a pas d'écoute, il n'a pas... Si, je le prends. Mais oui, mais je m'ennuie. Mais ça ne vous suffit pas. Mais non, je suis seule. Et par ailleurs, vous n'avez pas d'autres amis, des amis femmes Si, j'ai des amies femmes de mon âge, mais malheureusement, si vous voulez, petit à petit, elles s'en vont toutes. Elles s'en vont. J'ai un décès il n'y a pas longtemps, j'en ai une autre qui est très très malade. Enfin bon, voilà. Bon, j'ai ma fille, bien sûr, qui habite Paris. De temps en temps, elle m'amène à Paris. Elle a un appartement à Cabourg. Quand elle vient à Cabourg, elle vient me chercher. Heureusement que j'ai ça. Et vous le mêlez à votre vie familiale, par exemple? Comment? Vous mêlez ce monsieur à votre vie familiale, il va chez votre fille, vous l'invitez aux fêtes de famille, il est avec vous? Oui, par exemple, oui, ma fille l'a invité plusieurs fois. Là, par exemple, il y a les fêtes, il va être avec nous, ça c'est sûr. Mais moi, j'attends justement les fêtes parce que je ne veux pas le quitter au moment des fêtes. Je trouve que ça serait trop triste, mais je crois que je suis décidée à lui faire part Alors, que j'arrête. Janine, juste une chose, vous allez le quitter. Est-ce que vous pensez que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Est-ce que vous vous donnez la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre? Si c'est possible, oui. Écoutez, je vais vous dire quelque chose, c'est parce que je ne le veux pas. Parce que je peux vous assurer, monsieur, que je rencontre des messieurs, j'ai beaucoup d'hommages, mais ce sont des personnes jeunes, trop jeunes pour moi. Oui. Alors Voilà. justement, donc vous vous interdisez de rencontrer des gens plus jeunes. Vous l'avez rencontré quand même par hasard. Vous dites dans un supermarché, c'est assez drôle. Par hasard, ça allait Dans une pas grande trop. surface, c'est assez Voilà. drôle. Voilà. Donc vous l'avez rencontré par hasard. C'est une jolie histoire. Oui. Vous l'avez rencontré l'un et l'autre. Vous aviez 80 ans à peu près. Oui. Alors, et si vous n'avez pas l'occasion de rencontrer d'autres personnes et que ce monsieur quand même partage un peu votre quotidien, est-ce que, alors il faut pas se résigner évidemment, mais est-ce que vous ne prendriez pas chez ce monsieur au moins les quelques qualités qu'il a et vous lui apportez vous aussi pas mal de choses? Et de toute façon, si c'est pour qu'à la fin vous soyez totalement seule, Janine, de toute façon, ce serait dommage aussi. Oui, je sais, mais quelquefois, je me suis dit, je préfère être seule que d'être mal accompagnée. Parce que ça vous contrarie. Ça me contrarie beaucoup, oui. C'est ça, vous n'arrivez pas, si vous l'acceptiez tel qu'il était, si vous vous disiez finalement, il a quand même des qualités intrinsèques que j'aime chez ce monsieur, il est plutôt gentil, il est plutôt disponible, Oui. quand je lui propose quelque chose, il vient avec moi, il apprécie la cuisine que je fais, je mange pas tout seul de bons plats. Je pense que toute seule, peut-être que vous n'auriez pas envie de faire les bons plats que vous faites en se disant que il va attendre ces bons plats. Quand vous sortez, vous dites que vous lui achetez un petit cadeau, donc vous avez quelqu'un qui vous attend quelque part et qui est heureux de vous voir. En même temps, vous connaissez son passé, vous connaissez sa personnalité, vous savez bien qu'il a été un peu victime de ce qu'il était et de ce qu'il a vécu. Oui. Tout cela devrait peut-être vous amener peut-être à l'accepter tel qu'il est sans être contrarié. Et si vous êtes vraiment contrarié, Janine, Oui, vraiment. vous avez raison. Si vous êtes vraiment contrarié, c'est pas la peine de vous faire du mal. Je suis vraiment contrariée, vraiment. Voilà, mais si vous arriviez à l'être un peu moins, si vous arriviez à l'accepter tel qu'il est, parce qu'il il vous accepte finalement tel que vous êtes. Vous êtes sympathique, vous êtes enjoué, vous êtes pas totalement le contraire peut-être de ce qu'il a connu avant dans sa vie. Oui, mais il vous accepte, voilà, il est content, il s'est adapté, même si voilà, il a son, vous savez, le naturel revient très vite au galop. Il a peut-être, c'est quelqu'un qui visiblement quand même aime la vie parce qu'il a peur de la mort, il a peur de la maladie, il a peur de, donc tout cela plaide en faveur de quelqu'un. Alors c'est difficile à vivre, c'est vrai, mais plaide en faveur de quelqu'un qui aime plutôt la vie et il a envie de partager avec vous des choses. Est-ce que si vous arriviez à être moins contrarié, si vous l'acceptiez tel qu'il est, peut-être que vous arriveriez à partager des moments de façon plus sereine. Oui, je l'ai accepté depuis un an. Je peux plus. Je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Je vais partir. Mais vous n'êtes pas obligé de rester chez lui. Vous n'êtes pas obligé de le voir autant. Peut-être que vous pourriez espacer. Janine. Peut-être que vous pourriez espacer vos rencontres, peut-être que vous pourriez le voir un peu moins, afin qu'il ne vous agace plus, parce que j'ai bien compris que de le voir régulièrement, il vous agace. C'est ce que j'ai fait. Depuis environ un an, je le vois 2 fois par semaine, quelquefois 1 fois par semaine, et moi, pour l'instant, ça me suffit. Je ne peux plus.
Alors, on a des réactions hein, avec les SMS que je reçois. René est un peu comme vous. Je ne sais pas quel âge elle a, René, mais elle dit quelqu'un qui n'est là que dans les bons moments, ce n'est pas cela faire couple. Ouais. Voilà ce que dit René. Et puis alors Monica, elle vous a entendu lorsque vous disiez que vous rencontriez des gens plus jeunes, mais que vous vous interdisiez finalement d'être avec eux. Alors Monica, elle dit, vu le punch que vous avez, ce n'est pas étonnant que les hommes plus jeunes eh bien, s'adressent à vous ou entrent en relation avec vous. Donc elle trouve dommage que vous vous interdisiez finalement. Quand vous dites des hommes plus jeunes, ils ont quel âge ? Oh bah écoutez, j'ai rencontré un monsieur qui avait 60 ans, ça vous dit rien? Non, mais je trouve ça bien, moi. Je trouve ça plutôt sympa. Écoutez, alors, mais et vous l'avez rencontré, mais je vais vous raconter. Oui, allez-y. J'étais en ville. Ouais. J'étais en ville et puis j'étais seule. Il y a un petit moment, c'était bien avant que je rencontre mon ami. Et bien ce monsieur, j'ai discuté avec lui, c'est tout à fait par hasard. J'étais rentrée dans un petit café pour manger un petit quelque chose et le garçon, le maître d'hôtel, me donne, les tables étaient très près, me donne son addition et puis moi, lui, il a la mienne. Alors tout d'un coup, ce monsieur me dit, écoutez madame, je crois que le maître d'hôtel s'est trompé, vous avez ma petite addition et moi j'ai vous savez, ma grosse addition et moi j'ai la vôtre qui est toute petite. Ben, je dis, c'est pas grave monsieur, ça n'a aucune importance. J'ai bafouille là. J'ai un petit peu intimidé. Alors il me dit, il me parle de tout ça et puis on parle de choses et d'autres. On a parlé de politique, on a parlé de ceci, on a parlé de cela. On a passé un bon moment, on a passé 4 heures ensemble. Oula, vous êtes vraiment une séductrice hein, quand même, Jeanne. Vous êtes vraiment une séductrice. Oui, hein, oui, attendez. Alors et puis au bout d'un petit moment, il me dit, écoutez, vous permettez, madame, que je vous offre une coupe de champagne. Bon, je dis non, monsieur, je veux pas. Il me dit, faites-moi plaisir. Et j'ai donc parlé avec ce monsieur pendant 4 heures. Il m'a dit qu'il était professeur, qu'il partait à la retraite. Il était sur Caen. À ce moment-là, on ne connaît pas, je ne dis pas de nom. Et il partait, lui, dans la région de Vire. Tous les ans, ce monsieur m'appelle pour me souhaiter la bonne année. C'est formidable. Mais il a pas cherché forcément à vous revoir ou Il aurait bien aimé, oui. Il aurait bien aimé. Et vous vous êtes interdit? Ah ben, je me suis interdit. Alors pourquoi vous l'avez pas gardé lui comme ami quand même? Pourquoi vous interdisez au moins d'avoir une relation amicale avec lui? Parce que la relation a l'air enrichissante. En tout cas, vous avez partagé un bon moment. Oui, bien sûr. Mais après, j'ai appris, par lui d'ailleurs, parce que monsieur m'a téléphoné une année, m'a dit que sa femme a eu un très très grave accident. Il était marié et qu'elle avait un très très grave accident et qu'il s'occupait beaucoup d'elle, mais qu'il ne m'oublierait jamais parce qu'il avait eu une conversation avec moi. On a parlé, je vous dis, de tout, politique, de mode, de tout. C'était très très varié. Pas de sport parce que je suis hors de ça. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai que j'ai des hommages. Je vous assure, si je voulais, c'est vrai que des hommes, j'en aurais, mais ils sont tous trop jeunes. Non, mais d'abord, ils sont trop jeunes, mais vous n'êtes pas obligé de partager votre vie avec eux. Vous pouvez au moins, vous pouvez peut-être avoir des échanges. Je pense que le monsieur avec qui vous êtes, vous pourriez partager certaines choses avec lui, et puis avec d'autres gens, oui. Partager, des discussions, des échanges, des sorties, pourquoi pas, que ce soit des femmes ou des hommes d'ailleurs. Vous pourriez parfaitement entretenir un réseau d'amitié, un réseau social plutôt sympa, et ce qui permettrait d'enrichir votre vie et de ne pas vous résigner à être agacé comme ça par le quotidien que vous vivez aujourd'hui avec cet homme. Oui, bien sûr. Hein? Réfléchissez quand même avant de lui dire bye bye. Réfléchissez avant. Non, oui, mais si vraiment, encore une fois, si vraiment vous n'arrivez pas à l'accepter tel qu'il est aujourd'hui, en sachant sincèrement, Janine, je ne pense pas qu'il changera. On a déjà du mal à changer adulte, mais je pense que à 80 ans, 85 ans, c'est un peu plus difficile. Voilà. S'il ne change pas et que pour vous, ça devient un poison de vivre le quotidien. C'est pénible. Sincèrement, c'est pénible. Oui, non, mais j'entends, je comprends. D'ailleurs, je comprends tout à fait. Vous êtes plein de dynamisme, plein d'enthousiasme. Oui, vous avez envie d'échanger. Oui. C'est vrai. Et puis si vous voulez, j'ai 84 ans, mais personne me le donne. On me dit, les gens ne reviennent pas. Tout le monde me dit, mais c'est pas possible. Je suis restée jeune de corps, d'esprit. Je suis encore une enfant, comme disait mon mari. Mon mari qui me disait, tu ne vieilliras jamais. Il me dit, tu sais, la beauté, ça s'en va, mais le charme, ça reste tout le temps. Et ça, tu l'auras tout le temps. J'avais un mari qui était adorable avec moi. On l'entend en tout cas. Hein, on l'entend vraiment, Janine. Oui, écoutez, je vous embrasse, Janine, parce que vraiment, on a débuté l'émission avec beaucoup d'enthousiasme et j'ai adoré discuter avec vous, échanger avec vous.
j'ai adoré également. Et puis alors bon, j'ai pas eu la chance d'avoir Sophie, mais Oui. franchement, si vous avez l'occasion de la voir, vous pourrez lui Bien dire sûr. que Janine a appelé et que je l'ai trouvée tellement jolie à la télévision. Je vais le lui dire avec plaisir. Vous pourrez lui dire. Bien sûr, Mais Janine. si un soir elle est là, je crois que je l'appellerai Mais pour bien lui sûr, dire. bien Oui. sûr, bien sûr, je vais lui dire aussi. Merci Janine, merci pour votre appel. Et moi de même. À bientôt Janine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Roland Pérez au 39 21. 39 21, 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bad boys. Alain Souchon réveille la nuit avec Bad Boys. Vous êtes au cœur de la libre antenne, nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez continuer de nous appeler au 39 21 et nous sommes avec Didier. Bonsoir Didier. Bonsoir Roland. Écoutez, moi je vous connais Roland parce que je suis un fidèle auditeur d'Europe, Oui. Europe 1, Mmh. et j'ai eu l'occasion de vous entendre dans diverses émissions. Mmh. Vous avez fait des émissions où vous faisiez de la médiation. Exactement, j'étais le médiateur d'Europe 1 très longtemps sur Voilà. cette antenne, absolument. Je me souviens très bien Ouais. de vos émissions et très agréable à écouter. Eh bien écoutez, là c'est nous qui allons avoir le plaisir de vous écouter dans une histoire assez triste, Didier, qui vous concerne. Ah oui, oui. Racontez-nous. Écoutez, voilà, aujourd'hui je suis originaire de Nantes. Et j'étais à Saint-Brieuc pour voir de la famille, ma sœur, voilà. Et en revenant, je roulais, je me suis arrêté, j'étais à Dinan, je me suis arrêté devant un hôpital. Il se trouve que dans cet hôpital, j'ai mon épouse qui est là depuis 16 ans. Elle est dans un hôpital, alors c'est entre l'hôpital psychiatrique et l'hôpital de rétention, disons. Elle a fait un truc au niveau du cerveau, c'est-à-dire le cortex a été très abîmé. Elle est dans une sorte de maladie d'Alzheimer très, très prononcée. Elle a développé ça à 42 ans. Ah oui. Vous étiez donc vous aussi très jeune. J'étais plus jeune, oui, puisque moi j'en avais, j'avais 15 ans de moins, j'ai 62 ans, vous voyez, donc voilà. Vous aviez 47 ans, oui, 46 ans, 47 ans. 47 ans. Et donc ça a été un cataclysme, parce que voilà quoi, si vous voulez, voilà, je pense que j'ai des amis qui ont perdu leur femme, donc bien sûr qu'on fait. Alors, je ne dis pas que je veux qu'elle meure, ça n'a rien à voir, mais si vous voulez, quand on perd quelqu'un, ou même quand on divorce de quelqu'un, enfin vous voyez, mais il y a une rupture, il y a une douleur. Après, il y a l'émotion, il y a la colère aussi. Et après, petit à petit, le temps fait son chemin, quoi. Et voilà, moi, je n'ai pas réussi à refaire ma vie parce qu'elle est toujours là, elle existe toujours, quoi. On sent de la culpabilité ? Oui. Oui, parce que j'étais chef d'entreprise quand c'est arrivé. Et voilà, vous imaginez une petite entreprise, beaucoup de travail. Et j'ai pas vu les signes avant-coureurs. Ou je les ai ignorés, mais enfin voilà quoi. Il y avait des signes avant-coureurs. Elle avait fait une très grave dépression. Et qu'est-ce qui aurait changé, même si vous aviez vu ou si vous aviez perçu ces signes avant-coureurs? Est-ce que vous auriez pu arrêter l'évolution malheureusement de cette terrible maladie? Oui, je n'en sais rien. Vous vous sentez responsable de quelque chose? Oui, Mais oui, vous voyez, aujourd'hui, je me suis arrêté devant cet hôpital et j'ai fait une crise d'angoisse dans ma voiture et je n'ai pas pu rentrer aller la voir. Ça faisait 2 ans que je l'avais pas vue. 2 ans? Pourquoi 2 ans? Pourquoi avoir attendu 2 ans? Mais parce que j'ai été la voir il y a 2 ans et dont elle m'a pas reconnu ce jour-là, ou très mal, ou très peu. Elle a reconnu un peu ma voix. Et il m'a fallu 2 mois pour m'en remettre. Vous avez des enfants, Didier? Vous avez eu des enfants avec Oui, votre j'ai un épouse? fils que j'ai eu avec elle. Et alors Qui a 30 ans. Et donc le fils, il avait quoi? Il avait 15 ans, 16 ans à l'époque? Il avait 14 ans à l'époque, ouais. Donc il est resté avec vous? Il est resté avec moi, oui. Ça a été très dur parce que la première année, moi, ce petit gars, ce jeune homme qui était ado, pré-ado, oui, je l'ai mis en pension et
je pouvais pas le gérer en plus de mon entreprise. Parce que ma femme travaillait en plus avec moi à l'époque. Et je pouvais pas le gérer, et donc je l'ai mis en pension, et moi je me suis retrouvé tout seul dans cette grande maison le soir. Et j'ai pris l'habitude au départ, et pendant après quelques années, je buvais du whisky, voilà. J'ai eu une addiction à l'alcool d'ailleurs. Pendant quelques années, je me suis rendu compte quand même assez vite que j'avais un problème d'alcool, et j'ai essayé par tous les moyens de m'en sortir. Mais ça, je pense que c'était toujours ce problème de culpabilité qui me rongeait, quoi. Mais votre fils, alors, parce que votre femme n'est pas tombée du jour au lendemain dans cette maladie, ça a été évolutif, j'imagine. Oui. Et ça fait 2 ans qu'elle est dans cet institut? Ah non, ça fait 16 ans qu'elle est là-bas. 16 ans, pardon, j'ai cru comprendre que c'était plus récemment quand même. Ça fait 16 ans que vous avez été obligé de la placer dans cet institut. Voilà, ouais. D'accord. Parce que, si vous voulez, donc au départ, elle a été voir un psy, puis sa famille à elle, si vous voulez. Comme elle tenait un peu un double langage, à moi, elle ne me reprochait rien, et à eux, elle disait, oui, Didier ne pense qu'à son travail, il me délaisse, et c'était peut-être vrai. Et donc, son psy a dit, bon ben voilà, cet homme c'est son patron, c'est son mari, c'est son amant en fait, il a 2 mines de trop, donc il faut une coupure. Et donc il a décidé, elle n'était pas d'accord, mais à son insu, il a décidé qu'elle retourne vivre avec ses parents, avec sa famille en fait, en Bretagne, à Saint-Brieuc. Alors, elle n'était pas d'accord, vous n'étiez pas d'accord, et vous avez quand même laissé faire. Elle n'était pas d'accord, moi j'étais plus d'accord. Ah, vous étiez d'accord. Parce que ça pouvait pas continuer comme ça. C'était, elle prenait des médicaments, elle prenait de l'alcool, elle faisait tout. C'était voilà. Vous espériez qu'elle allait pouvoir se soigner? Non. Vous saviez que malheureusement cela évoluerait négativement? Oui. Mais alors je comprends, hein, on entend cette culpabilité, cette souffrance, c'est une très triste histoire. De toute façon, c'est une famille brisée. Votre fils de 15 ans à l'époque, vous aujourd'hui, vous aviez 46 ans, elle aussi extrêmement jeune. Mais en fait, quand même, à l'origine de tout cela, vous n'êtes responsable de rien, Didier. Oui, bien sûr. Vous vous attribuez beaucoup de pouvoir, mais je dis ça et c'est pas du tout méchant ce que je dis. Hein. Je dis pas que mais vous attribuez beaucoup de pouvoir, mais vous ne les avez pas. Vous n'avez pas le pouvoir d'infliger ou de donner, de communiquer ou de donner des maladies. Malheureusement, elle a eu un choc cérébral. C'est ce que vous dites. Ce choc cérébral, c'était quoi, un accident? C'était Non, ça a été c'est venu comme ça. Si vous voulez, elle avait des grosses absences, par exemple. C'était une sorte de folie, un peu comme ça. C'est-à-dire, elle mettait un crabe à cuire, par exemple. Vous voyez, elle allait se coucher, il y avait le feu dans la maison, quoi. Ah oui, d'accord. Non, mais à l'origine de tout cela, je pensais qu'elle avait eu un problème de santé avant que ça dégénère de façon mentale. Je pensais qu'elle avait eu quand même très vite. Sa dégradation mentale a été quand même. Oui, mais au début, elle n'a pas eu un problème de santé physique, biologique. Mais apparemment, ce serait congénital. D'accord. Donc tout cela fait quand même, enfin les médecins ont dû vous le dire, même si vous avez rencontré un médecin un peu indélicat qui vous a attribué ou qui vous a accusé de quelques faits, mais je pense que tout vient de ce médecin qui vous a culpabilisé, mais en réalité. Voilà, ce petit là qui. Oui, j'ai bien entendu, oui. C'est lui. Qui a été catégorique, quoi. Et ça, je me souviens toujours de ces paroles parce que je les ai pris. Vous savez la vérité. Vous savez que vous n'avez contaminé en rien, je dirais psychologiquement votre épouse. Et elle avait une fragilité que vous n'aviez pas perçue. Mais alors, lorsque vous l'avez épousée, lorsque vous l'avez rencontrée, vous n'aviez pas perçu cette fragilité? Alors, si. Honnêtement, avec le recul maintenant, oui, je le sais. Mais c'était une femme-enfant. Moi, j'étais un homme très porté sur mon travail. Voilà. Qu'est-ce que vous faisiez, Didier? Moi, j'avais une entreprise de restauration.
D'accord, donc elle travaille avec vous dans cette entreprise. Voilà, j'avais acheté en plus, à l'époque, j'avais acheté une entreprise qui était en faillite et nous étions une quinzaine d'employés, enfin j'avais une quinzaine d'employés et il a fallu la remonter. Donc je vous raconte pas que je me suis donné corps et âme dans cette entreprise, j'y croyais et même quand j'ai un peu pris cette entreprise, c'était pour travailler avec elle parce que déjà elle était coiffeuse et dans son boulot, elle avait des soucis et moi je pensais qu'on aurait résolu ces problèmes en travaillant ensemble. Oui, et au départ, ça a marché. Et puis, j'ai eu l'impression quand même que je l'avais un peu oublié en cours de route quand même, quoi. Je me suis lancé corps et âme dans cette entreprise. L'entreprise a vraiment développé. J'ai vraiment développé l'entreprise. J'ai remonté une autre entreprise de traiteurs à côté en parallèle. Mais quand j'arrivais à la maison, je voyais peut-être certains problèmes, mais je ne voulais peut-être pas non plus les voir. Et c'est peut-être ça qui vous pose problème aujourd'hui, mais est-ce qu'au contraire vous vous dites pas que si vous les aviez vus, d'abord vous n'auriez peut-être pas pu modifier le cours des choses, ça c'est un, et puis deux, peut-être que en ne les voyant pas ou en ne voulant pas les voir ou en emmenant comme ça votre femme dans votre vie très active, peut-être que vous avez retardé justement l'apparition de cette maladie. Alors du coup vous devriez vous féliciter quand même de lui avoir donné plusieurs années de vie de couple qu'elle n'aurait peut-être probablement pas eu si véritablement sa dégénérescence est due évidemment à d'autres causes que sa vie de couple. C'est ce que dit d'ailleurs René. René dit une neurodégénérescence ne peut nullement être due à la manière dont elle a pu vivre sa vie de couple. Alors moi je suis pas médecin évidemment et je peux pas poser de diagnostic et on ne connaît pas évidemment la situation de votre époux. Des choses, c'était une montagne, enfin ce serait une montagne insurmontable pour moi pour l'instant et pourtant vous voyez ça fait quand même 16 ans, c'est pas d'hier. J'ai eu beaucoup de chance parce que avec mon fils j'avais un rapport qui était énorme, qui était très fort. Et parce que quand je l'ai connue, c'était une femme enfant, elle me faisait rire, elle était marrante, elle était complètement à l'opposé de moi. Et donc les deux opposés se rejoignent. J'étais très amoureux d'elle, elle était jolie. Mais elle ne voulait pas d'enfant. Et donc Alexandre est arrivé des années après parce que en fait elle prenait la pilule sans m'en parler. Moi, j'avais fait tous les examens, le thermogramme et tout le bazar parce que voilà, on pensait que. Et donc, un jour, son sac est tombé et j'ai ramassé le sac et dans le sac, il y avait une boîte de pilules. Ça faisait déjà longtemps qu'on était mariés, ça faisait 7-8 ans qu'on était mariés. Moi, je voulais absolument des enfants. Et quand il est arrivé, dès le début, elle a été jalouse de ses enfants, de l'amour que je lui portais, quoi. Oui, donc elle avait vraiment un déséquilibre important. Enfin, être jaloux de son enfant, c'est là que je m'en suis rendu compte à la naissance de mon. Mais tout cela aujourd'hui doit vous conduire quand même à saluer tout ce que vous avez pu faire. Vous lui avez quand même donné un enfant. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas si elle le reconnaît. Je ne sais pas quelles sont ses relations. Elle ne se rappelle plus d'avoir eu un enfant. Votre fils, c'est Alexandre, c'est ça? Oui. Alexandre, quand il va la voir? Alors mon gamin, il est ingénieur en sciences informatiques. Il a fait des belles études. J'ai eu cette chance inouïe. Je l'ai beaucoup poussé aussi, mais enfin, vous vous rendez compte, c'est vous qui l'avez quand même beaucoup aidé. Il avait 16 ans. Après, j'ai eu de la famille, j'ai eu une sœur qui a été favorable. Vous l'avez aidé de façon collégiale, je veux dire, avec votre famille. Donc tout cela doit quand même vous conduire à vous donner un peu d'estime de vous, parce qu'on entend une mésestime et c'est dommage parce que vous vous infligez aujourd'hui des punitions que vous ne méritez pas, Didier. Sincèrement, en écoutant votre histoire, je pense que vous avez plutôt bien fait les choses. On n'est pas parfait, on peut pas dire. Je sais pas si j'ai bien fait les choses, mais j'ai l'impression quand même que je laissais les choses peut-être un peu pourrir malgré moi. Je crois pas. Vous avez dit quelque chose, je ne voulais pas voir, donc je pense que vous aviez décelé certaines choses. Et des fois, en ne les voyant pas, ça permet, parce que de toute façon, même si vous les aviez vues, vous auriez eu beaucoup de difficultés. Vous n'auriez pas pu empêcher ce qui est arrivé aujourd'hui, parce qu'il est arrivé il y a 16 ans et ce qui s'aggrave aujourd'hui. Vous n'auriez pas pu l'empêcher. Peut-être que vous l'avez au contraire retardé. Vous lui avez donné l'espoir d'une famille, vous lui avez donné l'espoir d'une vie.
aujourd'hui, je ne sais pas trop de ce dont elle se rend compte ou pas, mais aujourd'hui, la victime, en tout cas le malheureux, c'est quand même vous. Et c'est pas la peine d'avoir la double peine, parce que là c'est une double peine. Non seulement vous vous êtes comporté plutôt en mari aimant, en mari, vous avez été un bon père, vous avez travaillé, vous avez aimé votre épouse, et on sent bien encore aujourd'hui tout l'amour que vous lui portez. Vous n'avez pas réussi d'ailleurs à continuer votre vie, à rencontrer quelqu'un d'autre. Sur d'autres femmes, et ça a été difficile. Et on l'entend bien. Et aujourd'hui, vous continuez à vous auto-infliger comme ça des punitions. Je pense que c'est pas normal, c'est pas légitime. Je pense que vous avez fait vraiment, vous êtes super bien conduit, Didier. Et je pense qu'il faut arrêter aujourd'hui de vous punir. Je pense que voilà, si vous en avez le courage, évidemment, c'est normal que vous alliez voir votre épouse. C'est normal que voilà, même si elle ne vous reconnaît je m'en pas. veux un petit peu aujourd'hui de ne pas être rentré dans cet hôpital. Quoi, non, mais faut pas vous en vouloir. Oui, mais faut pas vous en vouloir. Vous êtes tellement pétri de culpabilité que vous avez l'impression d'être le bourreau et de venir voir votre victime, alors que c'est pas le cas du tout. Vous êtes loin de cela, et vous êtes absolument pas. J'ai reçu un courrier parce que bon, elle est sous tutelle curative, parce que en fait quand c'est arrivé, j'ai voulu faire les choses proprement, et bien j'ai demandé à un notaire voilà qu'on ait un partage pour quel est son argent. Donc j'ai vendu l'entreprise, j'ai vendu la maison, voilà. Je voulais être très honnête en fait. Et en fait, j'ai reçu un courrier il n'y a pas longtemps me demandant si j'avais une objection à divorcer. Que je n'ai jamais divorcé, parce qu'elle m'avait fait promettre de ne pas divorcer. Et qui vous a adressé cette lettre, le notaire ? Oui, le service de la tutelle. Oui. Alors j'ai renvoyé un courrier en disant que je n'avais, enfin, j'avais promis de ne pas divorcer, que donc ce n'était pas ma demande. Si tel était le cas, j'accepterais, je signerais, mais ce n'est pas ce ne serait, en aucun cas, ce ne serait ma démarche. Quoi. Parce que j'aurais l'impression d'être trahi encore une autre fois. Quoi. Mais arrêtez, vous dites des mots très forts qui sont, à mon avis, un petit peu inappropriés. Trahir n'est pas le mot, Didier, sincèrement. Culpabilité non plus. J'entends et je comprends. Je comprends. Mais Roland, j'ai l'impression je m'étais tellement investi dans mon travail que j'ai l'impression que je l'avais quand même un peu oublié au passage. J'aurais peut-être dû regarder un petit peu plus derrière moi, de voir son mal-être, et je ne l'ai pas vu. Mais si vous l'aviez vu, peut-être que vous n'auriez rien pu changer. Vous auriez été un peu plus mal, un peu plus tôt. C'est tout. Mais vous n'auriez rien pu changer, Didier. Sincèrement. Ouais. Encore une fois, il faudrait vous voir et demander à des médecins qui connaissent beaucoup mieux que moi, et peut-être que ceux qui nous écoutent, ce type de dégénérescence, ce type de maladie. Mais sincèrement, je pense que vous n'aurez rien pu changer, et peut-être même que ça aurait été le contraire, c'est-à-dire que vous auriez pu aggraver les choses. Donc, je crois qu'il faut vraiment que vous avanciez aujourd'hui, que vous disiez que vraiment vous avez fait ce que vous deviez faire. Vous vous êtes formidablement conduit. Vous étiez debout. Vous êtes conduit vraiment comme un homme bien. Vraiment. Pas toujours bien, parce que j'ai eu une période d'alcoolisation, parce que j'ai. Mais ça, c'est les conséquences. C'est les conséquences. C'est juste. Vous étiez victime de votre souffrance. S'il y a des gens qui ont des problèmes d'alcool, moi je me suis sorti d'alcool, j'ai été aux Alcooliques Anonymes, et j'ai rencontré des gens qui m'ont vraiment aidé au niveau de l'alcool. Oui. Je suis abstinent maintenant. Et encore aujourd'hui, vous pouvez rencontrer. Il faut juste accepter qu'on vous tende la main, Didier. Et vous l'avez fait aujourd'hui en appelant. Et vous avez très bien fait l'appeler. J'étais dans l'émotion aujourd'hui quand même. On a des réactions. Il y a Marie qui laisse ses coordonnées, qui dit que votre histoire est évidemment touchante, et elle laisse ses coordonnées. Si vous souhaitez la contacter, on va vous reprendre hors antenne, et on va vous donner ses coordonnées. On a un autre message qui nous dit: il faut voir le film, et c'est vrai, c'est un très joli film. Se souvenir des belles choses, et c'est un sujet, c'est précisément sur alors vous pouvez peut-être le télécharger légalement et le voir. Se souvenir des belles choses, c'est un très joli film. D'accord. Et puis quelqu'un d'autre nous dit, Valet de Cœur, Valet de Cœur, qui intervient très régulièrement sur l'antenne, nous envoie un SMS et nous dit: vous n'êtes jamais qu'un homme et vous faites de votre mieux, ne culpabilisez jamais d'être celui que vous êtes. C'est très beau. Il le dit encore mieux que moi, que je n'ai su le dire que je n'ai su l'exprimer pour vous ce soir. Donc c'est vrai, Didier,
Alors, il y a quelqu'un d'autre, Monica, qui dit, vous savez, des maris, il y a des maris 100 fois pires que vous. Et là aussi, elle a du mal à comprendre pourquoi vous culpabilisez. Marc dit, Didier, vous n'avez pas à culpabiliser, votre fils peut être fier de vous. Puis moi je suis fier de mon petit bonhomme. Là je pars le 7 janvier, je pars 3 semaines le voir en Australie. Et là c'est un cadeau. Voilà, je suis ravi parce que le cœur n'a pas de frontières ni de limites. Quand j'ai su qu'il partait aussi loin, j'ai été très malheureux parce que je n'avais que lui et je vivais un peu pour lui aussi. Et quand il est parti, ça a été une épreuve très dure. Ça fait 1 an et demi. Mais maintenant, j'ai accepté. Je suis fier de mon fils parce qu'il est ingénieur là-bas. Il a une très belle. Et lui, j'en suis persuadé. J'en suis même plus que persuadé. J'en suis convaincu. Il est très fier de vous, j'en suis sûr. Et alors, Lise nous dit, j'écoute avec attention ce monsieur. Il n'a rien à se reprocher. Je lui tire mon chapeau. Et s'il veut, il peut m'appeler en toute amitié. Donc là aussi. Les auditeurs. Les auditeurs, mais les auditeurs disent tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Un autre message. Il est temps de vous dire que vous avez fait ce que vous avez pu. Et plus que beaucoup, soyez plus doux avec vous, vivez une nouvelle page avec un jour une belle rencontre. C'est ce que vous souhaitent les auditeurs, c'est ce qu'on vous souhaite aussi, Didier. C'est très émouvant tout mais c'est vous, Didier. Sincèrement, vous nous avez livré aujourd'hui votre histoire avec beaucoup de pudeur. Et encore une fois, moi je suis triste de vous voir culpabiliser comme ça, parce que moi je vous écoute et moi aussi j'ai envie de vous tirer mon chapeau, parce que je pense qu'au contraire vous avez extrêmement bien agi, et je pense qu'il est temps aujourd'hui que vous vous réconciliez avec vous-même. Vous vous arrêtiez de vous malmener, de culpabiliser. De toute façon, si vous ne pouvez pas aller voir votre épouse aujourd'hui, n'y allez pas. Si vous pouvez y aller, je pense que vous arriverez à vraiment y aller le jour où vous arrêterez de culpabiliser. Et vous pourrez à peu près la regarder au fond des yeux, lui prendre la main, même si elle ne vous reconnaît pas, lui caresser sa main, et vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Quand je la vois, c'est ça il est là le problème. Quand je vois, c'est une étrangère pour moi, ça m'affecte énormément. Oui, mais c'est une étrangère, mais elle le sait pas. Elle le sait pas. Ça a été ma femme. Elle ne le sait pas, et c'est ça votre souffrance. Alors si en plus de votre souffrance vous devez culpabiliser, non, c'est pas possible, la double peine. Oui, d'accord, Didier. Je vous permets de vous embrasser, Didier. en toute amitié. C'est gentil. D'accord. Et puis, bien sûr, je vous remercie. Et je vous remercie de m'avoir écouté et puis parler avec. Je suis ému, mais ça m'a fait du bien. Bah écoutez, nous aussi, ça nous a fait du bien. J'espère vraiment que vous allez vous aimer un peu plus parce que vous le méritez. Ah, c'est trop gentil, merci. Et puis je prendrai une note des gens qui. Oui, on va vous reprendre hors antenne. On va vous donner les coordonnées de Lise et de Marie. Bonne soirée, Didier. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21. 50 centimes la minute. Nous sommes ensemble dans la libre antenne jusqu'à 1h pour dialoguer et essayer de comprendre vos situations que vous vivez. Vous le savez, aucun sujet n'est tabou, vos peines mais aussi vos joies. On les partage ensemble au 39 21 et Corentin et Quentin attendent toujours vos appels. Et par SMS également, vous pouvez nous joindre au 7 39 21. Vous faites précéder vos messages du mot nuit. Vous pouvez là réagir et intervenir. On pourra également dialoguer ensemble et vous prendre en ligne. Et puis vous pouvez également nous adresser vos courriels sur europe1.fr. Il vous suffit juste d'aller sur l'onglet Libre Antenne. Europe 1, Roland Pérez. Et nous accueillons Bénédicte. Bonsoir Bénédicte. Bonsoir.
Moi, je voulais vous parler de l'anorexie en fait chez l'adulte parce que on parle beaucoup de l'anorexie chez les adolescents, mais moi, ça m'a pris. J'étais déjà adulte et si j'ai 45 ans maintenant, j'ai commencé à en souffrir à l'âge de 22-23 ans et en fait. Ce qui est le plus dur maintenant, c'est plutôt les conséquences. C'est-à-dire l'isolement, quoi. Je me sens vraiment très, très isolée par ma faute. Hein. C'est dû à mes problèmes d'alimentation. Mais par le fait que je peux difficilement manger à l'extérieur, tout ce qui est sortie avec des gens, tout ça, je peux pas. Donc, forcément, ça isole. Et puis... pour tout, finalement, on se rend compte que l'alimentation c'est très important dans la socialité, la sociabilité. Et dès qu'on peut pas partager, on se sent, on n'est plus quoi. Et puis bon, ça plus le regard des gens, y compris des médecins. Qui est vraiment dans l'incompréhension et dans le jugement tout de suite. Enfin, je me sens vraiment très, très incomprise et incapable d'exprimer quoi que ce soit parce que je me sens tout de suite coupable, quoi. Oui. Vous dites que ça a commencé à 22 ans, 23 ans. Il y a eu des rémissions, il y a eu des moments où vous étiez mieux ou depuis 22 ans c'était toujours pareil. Pourtant, j'ai fait des tas de psychothérapie, tout ça, hein, mais ça n'a jamais rien donné. Alors, pendant longtemps, j'ai essayé de comprendre l'origine. Ça, c'était mon obsession. J'ai renoncé parce que j'ai pas trouvé et je trouverai pas. Vous connaissez pas l'élément déclencheur parce que vous dites, alors c'est vrai que ça a commencé, c'est vrai qu'on parle souvent de l'anorexie des jeunes filles à l'adolescence. Oui, en fait, moi, ça a commencé par une très profonde dépression dont j'ai pas été consciente et en fait, je m'en suis sortie de la dépression par l'anorexie. Mais ensuite, je suis retombée dans la dépression. Donc en fait, je sais pas du tout qui est de la poule ou de l'œuf. En tout cas, vous connaissez pas l'élément déclencheur dans votre vie. Vous n'avez pas réussi à retrouver dans votre vie passée, peut-être quand vous étiez beaucoup plus jeune, l'élément déclencheur. Non. Dans les relations, dans votre rapport à votre famille, à vos parents. Dans ma famille, ma mère avait des problèmes aussi avec l'alimentation, ma sœur aussi, donc il y a sans doute des origines génétiques, on en parle, mais c'est vague et en tout cas, c'est sans commune mesure avec ce que j'ai développé par la suite. Et puis, moi surtout, ça s'est chronicisé, c'est-à-dire ça dure. Parce que votre maman ou votre sœur, ça s'est arrangé ? Oui. Ma mère, c'était très léger. Elle était plutôt obsédée par les régimes, mais elle était ni anorexique ni quoi que ce soit. Par contre, ma sœur a fait des épisodes de boulimie, mais elle s'en est sortie. Alors vous avez dit quelque chose d'important. Vous dites que ma maman était obsédée par les régimes. Donc ça veut dire que son corps était important. Oui. L'apparence était importante pour elle. Oui, mais oui, bien sûr, elle voulait, elle était toujours au régime, voilà. Et vous pensez pas que là vous avez peut-être alors je sais pas si je connais pas votre vie évidemment, mais dans ce que vous dites là, vous pensez pas que vous avez là peut-être un début de réponse ? Sans doute son modèle, le fait qu'elle avait la hantise qu'on devienne grosse, ma sœur et moi, elle surveillait notre alimentation, tout ça. Ça c'est sûr que ça a dû jouer, mais ce qu'il y a, moi, c'est que c'est moi, mes préoccupations, elles sont pas esthétiques. Je le sais, je suis pas du tout dans le déni. Je sais très bien que je suis trop maigre, etc. Et je me trouve très moche, très laide, trop maigre. Enfin, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais moi, ça m'est égal. Ce que je ne supporte pas, c'est quand je prends du poids. Et c'est pas le côté esthétique. Ça, je m'en fiche. Donc c'est pour ça que c'est complètement différent des adolescentes. Oui, mais c'est différent de votre maman, surtout parce que les adolescentes, bon, on va pas régler le problème de toutes les adolescentes, mais ce que je veux dire, en ce qui concerne vous, effectivement, j'entends ce que vous dites, vous n'avez pas l'obsession de l'esthétique, de l'apparence comme votre maman l'avait.
Pour autant, elle a cultivé votre maman. Alors, je la connais pas et c'est difficile de parler de quelqu'un qui n'est pas là dans le débat, mais elle a développé chez vous quand même une espèce de mésestime de soi, c'est-à-dire que en vous rappelant qu'il faut pas grossir, en vous rendant un petit peu obsessionnel en vous transmettant en tout cas son obsession, en essayant de vous le transmettre, en essayant de vous rappeler à l'ordre à chaque fois que vous risquiez de prendre du poids. Elle a développé chez vous quand même une mésestime de vous-même. Est-ce que c'est pas là aussi le problème? C'est-à-dire que c'est plutôt que en fait son corps me dégoûtait et je voulais évidemment pas lui ressembler. Et or elle avait un corps de femme évidemment, un corps normal. Et je pense que par peur de lui ressembler, j'ai voulu effacer toutes les formes. Et dès que j'ai essayé par la suite, il y a quelques années, de reprendre par moi-même du poids, j'y suis arrivée et je l'ai pas supporté. Donc j'ai dû. Qu'est-ce que vous n'avez pas supporté? Qu'est-ce que vous n'avez pas supporté? D'accord. Je me sentais vraiment. Ah oui. Vous sentiez comment? Laide? Encore plus laide? Et oui, je supportais parce que je me supporte pas, mais il me semble que quand je suis maigre, j'ai moins de forme, donc ça se voit moins mes défauts. Parce que vous avez envie quoi? Vous avez envie de disparaître, qu'on ne vous voit pas? Oui, de sentir le moins possible mon corps. D'accord. Vous avez une forme de dégoût, en tout cas, de votre corps. Vous avez pu construire une vie amoureuse? Entre 22 et 29 ans, j'ai vécu avec un homme. Et je m'en suis séparée à 29 ans. Et depuis, plus rien. Vous acceptez qu'on vous aime, Bénédicte? La question s'est même pas posée parce que j'ai plus du tout comme je sors pas, mais c'est vrai que par contre, je souffre beaucoup de ce manque parce que comme j'aime quand même beaucoup les gens, en fait, je suis très curieuse des gens. J'aime bien parler mais les gens, je le sens, ils sont méfiants quand ils me voient. Alors que moi, je vais vers eux, mais je sens une petite, je sais pas, quelque chose, une distance. Une méfiance. Ils se demandent, à mon avis, ils doivent se dire est-ce que c'est normal ou est-ce qu'elle est malade ou enfin, vous voyez. Et alors moi, au début, ça me gênait, puis maintenant, je mets les pieds dans le plat, quoi. Je le dis parfois. C'est bien ça de le dire. C'est bien, ça vous fait du bien de le dire. C'est bien. C'est peut-être déjà un apprentissage si vous essayez de vous imposer un peu, si vous brisez un peu le tabou de ce que vous laissez paraître, c'est bien déjà. C'est un énorme effort. Ça règle pas le problème parce que je le prends à l'humour, quoi. J'ai dit oui, j'ai un peu un problème avec la nourriture, mais c'est pas contagieux ou enfin voilà. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez envie de régler comme problème alors? Parce qu'en fait, on a l'impression à la fois que vous voulez pas le régler le problème parce que vous avez parfaitement conscience de ce qui se passe, vous avez parfaitement conscience du fait que des conséquences également de cette situation, de cette rupture avec les autres, de cet isolement social dont vous parlez très bien. Je voudrais sortir de cet isolement. Je voudrais essayer de. Mais en même temps, vous avez les moyens peut-être de sortir et d'apparaître différemment, mais vous n'y arrivez pas. Ça, je pourrais absolument pas, dans l'état actuel, imaginer de prendre du poids. Je le supporterais pas physiquement et psychologiquement. Ça me met vraiment en grand désarroi. Enfin. Aujourd'hui, vous avez un déséquilibre au niveau de votre poids, c'est-à-dire qu'au niveau de votre taille et de votre corpulence, votre poids est très 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 inférieur à la normale. Je suis trop maigre, mais c'est viable. Enfin, je peux quand même à peu près vivre, même si je suis toujours très fatiguée. Mais je pèse 38 kilos pour 1m74. C'est pas beaucoup, mais c'est pas quand même. Voilà. Mais le problème, c'est surtout que c'est comme je veux tout contrôler mon alimentation, je peux pas accepter une invitation comme ça, quoi. Vous pouvez pas accepter. Vous n'allez pas au restaurant? Non. Vous travaillez? Oui. Qu'est-ce que vous faites, Bénédicte? Je suis juge administratif. Et j'imagine qu'il y a des déjeuners avec vos collègues ou à la cantine? Oui, bien sûr, voilà. Alors là, à la cantine, c'est possible parce que on a des menus, des trucs cuits à la vapeur.
on peut faire, donc ça va. Mais à l'extérieur, non, parce que je ne domine pas et j'ai jamais pu déjeuner avec mes collègues. Parce que Sauf à la cantine. Vous ne voulez pas à la cantine, oui, vous déjeunez avec eux quand même, d'accord. Voilà. Et alors à la cantine, vous acceptez qu'ils vous voient manger ou qu'ils vous voient choisir vos aliments? Oui, ça me dérange pas du tout. Ah oui, et vous en parlez librement avec eux? On n'en parle pas. Chacun prend, comme c'est des stands, vous savez, des différents, chacun va à un stand qui lui plaît, et puis après on se réunit tous à une même table, et donc on a tous des plats différents, quoi. Mais le fait que vous arriviez des fois à en parler avec humour, pour briser un peu la glace, oui. Ça vous permet pas du coup de partager plus de choses avec vos amis ou vos collègues ou les gens qui vous entourent? Disons que ça me permet de m'intégrer avec eux le temps du repas et comme ça je suis pas toute seule. Mais je sais pas si c'est unique, et c'est peut-être pas qu'uniquement ça qui bloque. Hein. Peut-être je généralise, mais j'ai l'impression quand même que ça fait obstacle. Et je les sens sur la défensive, comme s'ils avaient peur de me faire de me faire du mal, comme s'ils me trouvaient fragile ou quoi que ce soit, alors que c'est qu'une apparence, hein, je suis fragile qu'une autre. Oui, parce que vous semblez, alors ça fait un petit bout de temps que vous vous accommodez de votre vie et de ce que vous êtes et de ce que vous connaissez de vous, parce que ça fait un petit bout de temps quand même que vous semblez vivre avec tout ça et vous accommodez de tout ça depuis 20 ans, même si aujourd'hui, vous commencez à subir les stigmates de ces conséquences au niveau de l'isolement social. Oui. Vous aimeriez quand même rencontrer quelqu'un, avoir... Oui, j'aimerais beaucoup, même si je sais que c'est vraiment, ça serait vraiment très difficile. D'abord, peu d'hommes sont attirés par des gens comme moi, et ensuite, oui, enfin c'est tout. Ça suffit de dire ça, voilà. Et donc, ce que je peux comprendre, quand on a été, par exemple, normal, qu'on était en couple et qu'on devient anorexique une fois qu'on est en couple, c'est plus facile parce que l'autre vous a connu avant. Enfin, vous voyez, Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit plus facile. Non, je suis pas sûr. Non, il n'y a pas de situation, mais il n'y a pas de situation idéale dans votre cas ou dans d'autres cas d'ailleurs. Hein. Mais alors, et alors, vous avez dit aussi que vous êtes fait aider quand même. Vous avez rencontré des. Oui. J'ai fait beaucoup de psychothérapies différentes, mais. J'ai l'impression que les gens, les psychothérapeutes que j'ai eus, comme eux, ils n'ont pas souffert, ils peuvent pas comprendre. Et ils sont à côté. Je sens, ils comprennent pas. Ils me posent des questions et ça prouve que... Oui, je pense que leur vie n'influe pas sur l'aide qu'ils peuvent vous apporter, l'aide et le soutien psychologique. Ils sont formés pour ça et je pense que l'anorexie... alors, je crois qu'on appelle ça l'anorexie mentale. En tout cas, je pense qu'ils savent comment l'aborder et faire naître chez vous. D'abord, peut-être trouver ce qui a été le ou les facteurs déclenchants pour que vous les compreniez. Et puis ensuite, peut-être normaliser votre relation à la nourriture et à votre corps. Parce que c'est ça aujourd'hui, cette relation anormale. Alors, ce qui est étrange, c'est que vous en parlez vraiment bien. C'est-à-dire que vous analysez parfaitement bien aujourd'hui ce qui se passe et votre rapport à la nourriture, à votre corps, à cette impossibilité, à ce blocage absolu que vous avez et à la fois ce dégoût que vous savez que cela provoque chez vous et chez les autres, peut-être un recul, peut-être un dégoût et pour autant vous n'arrivez pas à c'est vrai que ceux qui vous entourent doivent se dire qu'il en faudrait peu pour que vous puissiez y remédier. Il suffirait peut-être de manger, de normaliser. Mais voilà, exactement. Enfin, c'est un peu quand j'étais plus jeune, ce que j'entendais de ma mère, elle me disait mais c'est facile, il suffit de manger, et c'est pas une vraie maladie quoi. En gros c'était ça. Et moi je répondais mais c'est comme dire à un asthmatique, c'est facile, respire. Voilà, ce qui paraît naturel à la plupart d'entre nous, justement moi ça n'est pas naturel. Voilà, c'est tout. Mais je suis d'accord, c'est incompréhensible et c'est inexplicable. Et lorsque vous partez en vacances, il vous arrive de partir un peu en vacances, très rarement, justement. À cause de ça. À cause de ça, oui. Oui, parce qu'en fait, on tourne un peu en rond. Pas beaucoup d'amis, des espèces des jugements de valeur, comme ça autour de vous. Votre métier vous plaît? Votre travail vous plaît?
Ben là, je viens juste d'en changer parce que avant c'était affreux. Donc oui, là maintenant ça va mieux parce que ça aussi, ça participait de mon enfoncement. Votre malaise, ouais. Mais c'est vrai que vous évoquez les vacances, ben c'est typique. J'ai pas pu alors que je pouvais très bien financièrement et au point de vue temps. Et à chaque fois, que ce soit dans les voyages organisés ou dans les stages, il y avait des tas de trucs qui m'auraient plu, puis je pouvais pas, quoi. Je voyais bien, c'était pas possible pour moi. Je sentais. Alors j'ai quand même essayé quelques fois, mais je m'en suis mordu les doigts. C'était affreux. Vous avez déjà dialogué avec des personnes qui subissent, enfin qui sont un peu dans la même situation que vous? Non, j'en ai jamais rencontré des gens comme moi. Je ne sais pas s'il existe des associations de personnes qui... Si. Oui. Et vous n'avez pas envie de rencontrer? Vous n'auriez pas envie au moins de... Non. Pourquoi? J'ai envie de rencontrer des gens normaux. Mais c'est des gens normaux aussi. Vous êtes normal. Ouais. Vous êtes normal. Oui, mais il ne faut pas vous considérer comme anormal. Vous êtes tout à fait normal. Simplement, aujourd'hui, vous avez un rapport plus compliqué. J'ai pas envie de parler trop. J'aspire plus à des relations normales, oui, pas parler de maladie, de difficultés. Enfin, vous voyez, moi si c'est pour parler de mes difficultés, c'est pas des non, amis. pas parler des difficultés, juste échanger, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont pu, des personnes dans votre situation qui ont pu peut-être guérir, en tout cas être sur le chemin de la guérison, avoir trouvé des moyens en tout cas de ne pas s'isoler, parce que plus vous vous isolez et moins vous avez de chance à la fois de vous en sortir. C'est sûr, là, je vois le temps qui passe, c'est ça qui me navre, quoi. Oui, et vous avez la chance d'être encore extrêmement jeune. Oui, vous avez quoi? Une femme à 45 ans, vous savez. Oui, vous êtes jeune. Très jeune. Oui, enfin, mais je pense que ce serait bien que vous puissiez quand même dialoguer avec ces personnes, avec ces femmes qui ont pu peut-être s'en sortir. S'il y en a qui nous écoutent et qui veulent bien m'appeler, moi je suis tout à fait désireuse de leur parler aussi. Mais je ne sais pas si elles feront si nombreuses que ça. Si vous fréquentez, si vous allez voir des associations de personnes également qui ont rencontré et qui rencontrent aujourd'hui encore ce type de problème qui vous empoisonne, il faut bien le dire, quand même la vie, je pense qu'ils ont peut-être eux trouvé les thérapies, les thérapeutes, les personnes qui ont pu les aider. Vous n'avez peut-être pas rencontré les bonnes personnes. Vous êtes dans la région parisienne ? Vous êtes en région parisienne? Vous êtes à Paris? Oui, je suis à Paris. Parce que voilà, il suffit aussi de rencontrer aussi les bonnes personnes. Je suppose que c'est extrêmement compliqué, extrêmement difficile, et que encore une fois, c'est pas en quelques minutes dans une émission qu'on peut identifier le ou les raisons qui vous ont amené à entrer dans cette anorexie il y a déjà quasiment 20 ans. Mais je pense que vous pourriez, grâce à ces associations, grâce à ces personnes qui ont vécu et qui vivent peut-être la même chose, peut-être eux ont pu rencontrer les bonnes personnes pour vous aider. Je pense que, moi je vous entends, je sens quand même le message de vous avez envie de vous en sortir, hein. Vous vous complaisez absolument pas dans cette situation, vous avez ce blocage et je le comprends, et je comprends que vous ayez beaucoup de mal à en sortir là, et c'est pas en un claquement des doigts que vous allez réussir, mais on sent véritablement cette envie d'être aidé et de trouver les bonnes personnes, et je pense que vous pouvez les trouver. Et puis là où vous avez raison aussi, c'est que l'isolement ne permet pas, ou en tout cas parachève un peu aujourd'hui votre situation. Vous êtes présent un peu sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux, pour retrouver peut-être d'autres amis, des gens que vous avez connus? Je ne sais pas du tout comment ça marche, je ne suis jamais allée. Alors on va accueillir, si vous le permettez, Bénédicte Charlotte, qui est en ligne avec nous. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Merci d'intervenir sur l'antenne. Vous avez écouté le témoignage de Bénédicte. Oui, j'ai sauté de mon lit. J'ai dit, mais c'est pas possible, c'est la même histoire que la mienne. Ah, très bien. Alors je me suis dit, il faut que je lui donne mon témoignage, qui n'est que le mien, mais peut-être dans le mien, elle peut trouver des petits morceaux, des petites miettes, voilà. Ouais. Pour l'aider. Donc, si vous voulez que je vous en parle. Avec plaisir, Charlotte. Oui, très volontiers. Alors donc, exactement au même âge que vous, c'est-à-dire vers 21-22 ans,
Eh bien, j'ai fait l'anorexie. J'ai commencé par plus manger de dessert, me priver, me punir pas de dessert, et ensuite manger de moins en moins. Après, il y a eu la mort de maman, de ma mère qui était aussi anorexique, hein, comme vous, de mon père, et tous les décès comme ça me faisaient plonger encore plus dans l'anorexie. À un moment donné, je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et moi, j'ai fait une psychanalyse. Et de 20 ans. Alors n'ayez pas peur, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Parce que regardez, ça fait 20 ans que vous passez, vous, et que vous cherchez la solution. Et moi, en 20 ans, je l'ai trouvée. Alors, je voulais vous dire 2 petites choses. C'est que d'abord, vous avez commencé à le dire, voyez, mais vous pouvez un petit peu faire comme on fait au théâtre, c'est-à-dire au lieu de dire je suis anorexique, si vous êtes un peu culpabilisé, pas bien, vous pouvez dire oh ben voilà, aujourd'hui c'est très à la mode, je suis intolérante à tel aliment, je suis intolérante à tel aliment, je ne mange que ça, je mange ceci, voyez. Et moi j'arrivais quand même à aller au restaurant, je mangeais un petit morceau de saumon, je finissais jamais mes assiettes, je disais oh je suis écœurée, je suis pas bien, ou des choses comme ça, voyez. Et ça me permettait quand même de rester en contact avec les autres. Parce que là, c'est votre plus grande souffrance, hein, Bénédicte. Comment vous faisiez, Charlotte, avec votre apparence? Parce qu'elle nous dit, Bénédicte, 1m38 kg, 1m74, oui. Donc quand même un vrai décalage. Vous, comment vous faisiez? Alors, moi, j'ai réussi à tricher. J'étais moins maigre que vous, hein, j'ai pas été jusque-là. Vous voyez, c'est-à-dire que quelquefois je passais 3 jours sans rien manger du tout, je me faisais peur. Et là, on m'avait donné une vieille dame qui m'avait donné cette idée de prendre du miel pour me redonner un petit peu d'appétit pour manger quelque chose. Et donc, oui, excusez-moi, je réponds pas tout à fait à votre question, mais en fait, je mesure 1m71, donc vous voyez, j'étais grande aussi, mais ça ne se voyait pas. Est-ce que c'était ma façon de m'habiller? Parce que je suis très, j'ai toujours été très coquette. Donc, je faisais dans la coquetterie, vraiment. Donc, assez maquillée, toujours bien habillée, mais de façon à ce que ça ne se voit pas. Donc, on disait que j'étais maigre. Je disais, mais non, je suis pas maigre, j'ai des formes. Non. Voilà. Et en fait, c'est à partir du moment où j'ai accepté que c'était ça, que ça a été bien. Mais c'est comme ça. Et si vous, puisque vous en parlez, que vous téléphonez pour en parler, c'est que vous l'acceptez déjà. Hein, vous dites je suis comme ça, je sais que je suis comme ça. Et moi, ce qui résonne en moi quand vous me dites ça, c'est que vous dites par exemple, ça me gêne pas, je préfère, dès que je mange, je me sens pas bien dans mon corps. Mais Bénédicte, comment vous pouvez l'être bien dans votre corps quand vous avez eu une mère qui n'était pas une femme? Donc vous, quand vous devenez une femme, comment vous pouvez devenir une femme? Mais c'est horrible. Vous comprenez que ça vous fait peur. Vous vous protégez dans votre anorexie. C'est terrible. Vous voyez? Mais c'est une protection qui m'a protégée, mais qui se retourne contre moi maintenant. Exactement. Alors, moi, je n'ai pas votre solution. Je vous donne la mienne parce qu'elle m'a énormément aidée. Et alors, contrairement à vous, je voulais absolument trouver la solution, comment vous avez appelé ça, Monsieur Roland? Oui, l'origine, le blocage, voilà. Le blocage, ouais. Le blocage. Donc je voulais absolument le trouver, et en fait je l'ai trouvé dans ma mère. D'ailleurs, ma dernière petite sœur a failli mourir bébé, anorexique bébé. Je ne sais pas si vous voyez. Alors moi j'ai trouvé d'abord dans ma profession, parce que je me suis occupée d'enfants, je dis pas exactement ce que je fais, d'accord? Je me suis occupée que d'enfants, donc c'est très bizarre, hein, donc de moi-même. Et puis aussi dans l'analyse, et surtout parce que j'ai trouvé la source de cela, qui était dans le fait que je répondais toujours au désir de ma mère, comme le désir de votre mère. Attention, ne mange pas. Tu ne dois pas être grosse, tu dois faire attention à toi. Je pense que le rapport à la mère, effectivement, depuis le départ, est ce qui est identifiant chez Bénédicte. Mais vous avez trouvé cela parce que vous avez fait cette psychanalyse? Oui. Charlotte, d'accord. Mais en fait, je l'ai faite, vous savez pourquoi? Parce que j'ai connu un
un homme, comme Bénédicte, et moi je voulais des enfants tout de suite. Et c'était impossible d'avoir des enfants. Ce n'était pas possible. Et donc c'est ça, je me suis dit, là je pourrais pas vivre si j'ai pas d'enfant. Donc non seulement je mange pas, mais en plus je vais pas pouvoir avoir d'enfant, mais qu'est-ce que ça va être ma vie? Et donc j'ai eu peur en fait, vous voyez. Même cette protection me faisait peur, même si je suis restée quand même 20 ans. Alors je suis guérie, mais je suis toujours un petit peu anorexique, c'est-à-dire que je trie un peu. Bon, oh ben non, ça je vais pas le manger, ça, mais ça ne me gêne pas. Vous voyez, ça ne gêne personne, ça ne me gêne pas. Voilà, bon, je mange pas ça parce que voilà. Ou oh tiens, aujourd'hui peut-être que j'ai un petit peu trop mangé, je vais faire attention. Bon, voilà, il me reste des stigmates, si vous voulez, vous voyez. Mais j'en souffre plus du tout, Vraiment, je suis heureuse. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais je suis heureuse de ça. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir d'enfant. Enfin, j'en ai eu un et puis il est mort, ce pauvre bébé, à la naissance. Donc, j'ai vraiment pas eu de chance. Mais j'ai trouvé le désir de ma vie. C'est-à-dire que ce n'est plus celui de ma mère. C'est le mien, de vivre moi, comme je l'entends moi, et comme je peux, avec mes limites, avec toutes ces difficultés que j'ai engrangées. Vous voyez, comme vous les avez engrangées depuis 20 ans, et que vous tenez par peur, je crois. Charlotte, aujourd'hui, Charlotte, vous vous dites guérie? Ah oui. D'accord. Ah oui. Et donc, vous vous dites guéri parce que cette psychanalyse vous a permis d'identifier la raison pour laquelle vous aviez ce rapport très difficile à la nourriture et évidemment, comme souvent on le voit, la difficulté relationnelle ou en tout cas l'image que renvoyait la maman, ce qui est le cas également de Bénédicte. Donc ça, vous l'avez parfaitement identifié. Oui. Et puis ce désir que vous aviez d'avancer, d'avoir un enfant. Vous avez un enfant aujourd'hui? Oui, moi c'était pas du tout. Moi c'était pas du tout ça. Au contraire, c'était l'horreur absolue. Ça, j'ai jamais voulu avoir d'enfant. C'était pour moi inimaginable, inconcevable. Et oui, parce que vous êtes encore. Vraiment, vous êtes encore dans de l'ordre du possible. Ouais, parce que vous êtes encore dans cette détestation de vous et malheureusement de votre corps surtout. C'était pas possible de se sentir. Ah oui, non, mais ça c'était pas. Et puis de toute façon, j'en voulais pas. Et ça, par contre, ça ne me manque pas du tout. Et j'ai jamais voulu en avoir. Donc ça, c'est pas un problème pour moi. Et puis bon, le modèle de vie que j'ai est radicalement opposé à celui de ma mère. Et ça, j'ai pas eu de scrupules à l'imposer. Ça a été la cause d'une rupture, mais qui était de mon fait et je l'ai assumé. Ça, pour moi, c'était pas un souci. J'ai mené ma vie comme je l'entendais. Mais le problème, c'est plutôt l'isolement. C'est ça. C'est la seule chose qui me fait du mal maintenant, qui me rend très malheureuse. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas seule, d'abord Bénédicte, et c'est comme l'a souligné formidablement Charlotte, qu'on le remercie vraiment d'être intervenue sur l'antenne. Son témoignage a été plein de vie et il a suffi quand même à vous dire que on peut s'en sortir, vraiment, on peut s'en sortir. Donc peut-être qu'elle a rencontré la bonne personne. On va se permettre peut-être de donner, si Charlotte l'accepte, ses coordonnées. Parce qu'elle pourra peut-être vous donner la personne, le psychanalyste qui l'a peut-être aidé, mais je pense que c'est vrai qu'il faut passer quand même par un vrai accompagnement aujourd'hui, un accompagnement qui soit le bon pour vous parce que vous êtes jeune. C'est difficile d'en trouver parce que moi je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Mais peut-être c'est pour ça. Regardez, on disait tout à l'heure, il faut que vous adressiez à des gens qui ont vécu la même situation. Alors je pensais à des associations. Là, cette émission vous a permis d'entrer en contact avec Charlotte. On a plein de gens qui se sont manifestés également. Il y a Lina qui dit qu'elle aimerait entrer en contact avec vous. Elle est exactement dans la même situation, elle aimerait en parler. On a Marie qui laisse également ses coordonnées pour vous. Beaucoup de gens qui parlent de cette compassion, de vous entendre et de se dire que vous pouvez parfaitement vous en sortir et que le fait que vous ayez aujourd'hui témoigné de votre envie de rencontrer des gens, d'arrêter cet isolement, c'est déjà peut-être le chemin pour aider à vous en sortir. Il faut vraiment que vous identifiez plus que l'on a pu le faire aujourd'hui, encore une fois, ce blocage et cette détestation que vous avez à l'égard de votre corps et de cette prise de poids. Donc il faut que vous travailliez un peu plus et que vous trouviez les bonnes personnes pour vous aider. Mais vous êtes quand même sur le bon chemin. Je pense que vous allez pouvoir y arriver. Et puis une fois que vous allez rompre comme ça cet isolement, rencontrer aussi des gens comme elle l'a fait elle, parce qu'elle y a été,
en assumant ce qu'elle était, en assumant son rapport difficile au poids. Elle l'a dit, je me suis acceptée. Il faut que vous vous acceptiez pour vous faire accepter des autres. Et ça, je pense que c'est important que vous ayez au moins cette démarche. On vous demande pas de manger du miel ou de vous forcer à manger. Non, je suis d'accord, j'ai bien compris. Je pense que c'est ça qui est important. Il faut que vous arriviez à vous accepter parce que vous êtes une personne intelligente, vous êtes une personne intéressante. Voilà, on l'a prouvé là. Je vous ai entendu tout à l'heure et encore avec Charlotte. Je trouve que vous êtes sensée, vous êtes intelligente, vous êtes structurée quand même. Et je pense que vous pouvez aussi apporter d'autres choses évidemment que de parler de ça parce que c'est pas ceux avec qui vous parlez qui vont régler votre problème. Ça, il faut au moins que vous oubliez pendant un temps votre corps et votre rapport à votre corps et que vous ayez des rapports et des relations tout à fait normales sur plein de sujets. Et puis laisser peut-être, il faut laisser les choses de côté un peu et peut-être que ça peut se normaliser avec aussi un bon accompagnement. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, Bénédicte. Merci beaucoup. Merci de votre appel. Au revoir. Bonsoir. Johnny Hallyday. Nous sommes toujours dans cette libre antenne jusqu'à 1h et nous sommes avec Ouda. Bonjour Ouda, bonsoir. Bonjour maître. Alors votre témoignage et votre histoire m'a évidemment interpellé. Expliquez-nous. Oui. Alors, comme j'ai expliqué à Corentin, j'ai 46 ans, j'ai 3 enfants, j'ai un compagnon, donc j'ai une vie assez pleine. Ouais. Et donc, j'ai passé l'année dernière mon DAUE et que j'ai obtenu avec mention très bien. Et cette année, j'ai entamé des études de droit, donc je suis en première année. Ouais. Pourquoi d'un seul coup le droit ? Le droit parce que c'est un rêve, parce que comme j'ai expliqué, je suis un peu issue d'une famille de juristes. J'ai un oncle au Maroc qui est bâtonnier à l'ordre des avocats à Casablanca et un autre qui est président du tribunal de grande instance. Alors bâtonnier, il faut expliquer à nos auditeurs, le bâtonnier c'est le patron des avocats. Alors il y a le bâtonnier de Paris, il y a des bâtonniers dans tous les ordres d'avocats de toutes les régions et il y en a un évidemment au Maroc. Alors d'accord. Oui, tout à fait. Et donc, et moi, je suis fraîchement arrivée, si j'ose dire, en France, parce que je suis arrivée il y a 9 ans en France. Et bon, pour trouver un emploi en France, c'était pas très évident pour moi, d'autant plus que j'étais sous-diplômée. Je le suis encore, d'ailleurs. Et donc, j'arrive pas à trouver de boulot. Je suis passée par des situations un peu difficiles. Après, je me suis mariée à un prof universitaire. Cela s'est soldé par un divorce. Donc, une autre fois, je me suis retrouvée seule. Et puis après, je me suis mise avec quelqu'un qui me permet de vivre confortablement et qui m'encourage amplement à réaliser mon rêve, celui de faire des études de droit. Vous voulez devenir avocate ? Pardon ? Vous souhaitez devenir avocate ? Oui, je souhaite devenir avocate. J'espère que ça ne va pas vous faire rire parce que déjà, mon première année, premier semestre, je suis vraiment perdue, mais perdue comme pas permis. Bah oui, c'est pas toujours évident quand on reprend comme ça tout d'un coup un cycle totalement différent, on se retrouve avec des gens qui ont 18 ans ou 19 ans, donc c'est un petit peu. Mais alors moi j'ai autour de moi, vous allez continuer à nous raconter, mais moi j'ai autour de moi une très belle expérience d'une personne d'ailleurs qui travaille avec moi et qui a repris ses études. Elle avait aussi 46 ans et elle a réussi très brillamment ses études et elle aussi elle était au départ totalement perdue, donc j'ai plutôt une expérience très heureuse, absolument. Mais je vous laisse poursuivre avant de vous raconter. D'accord. Et moi, l'année dernière, lors de mon DAU, on nous a demandé de préparer un projet professionnel. Et donc, j'ai préparé un projet justement pour devenir avocate. Et lors de mes recherches, j'ai découvert une personne qui s'appelle, je me souviens plus, Luis del Bultos, qui était une Espagnole qui a fui le régime de Franco et qui n'a pas fait beaucoup d'études, mais à 60 ans, elle a repris ses études et elle a prêté serment à 84 ans. Elle est devenue avocate. Je crois qu'elle est à Lyon. Qu'elle est à Lyon actuellement. Ça m'a d'autant plus encouragée. Mais voilà. Alors, en revenant à ma première année, je me suis retrouvée dans une charge de travail ingérable entre la maison, entre les TD,
on a 4 TD, oui, 4 TD plus des matières. Alors, il y a des matières comme les institutions judiciaires ou par exemple l'histoire du droit et tout ça. J'ai pas de problème parce qu'on apprend sans pour autant réfléchir, mais tout ce qui est droit constitutionnel, introduction au droit général et droit civil, ça demande de la réflexion, ça demande du sens critique, ça demande et ça, je l'ai pas encore. Et ça, j'arrive pas. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Donc, je n'y arrive pas parce que il y a un condensé, d'autant plus dans le civil, il y a un condensé entre la famille, le mariage, concubinage, tout ça. Vous connaissez le programme, je vais pas vous le refaire. Donc il y a un condensé de choses et je sais pas comment m'organiser pour vous avez pour quoi assimiler. Vous êtes stressé quand vous étudiez? Je suis stressée, je suis tremblante, j'ai le cœur qui bat. Oui, c'est pour ça. Tout vient de là, en fait. Vous avez peur. Vous avez quoi? Vous avez peur de l'échec? J'ai peur de l'échec, j'ai beaucoup peur de l'échec, d'autant plus que j'en ai connu beaucoup dans ma vie, mais je me suis toujours relevée. On m'a toujours dit que j'étais une personne intelligente, mais je ne suis pas persuadée. J'ai l'impression d'être bête, que je ne comprends rien. Et pourtant, vous mettez des challenges quand même. Vous avez 46 ans aujourd'hui, vous avez des enfants, vous avez une vie familiale, vous dites épanouie, avec quelqu'un qui vous aime et qui vous permet d'ailleurs de faire ce choix, de pas forcément travailler tout de suite et de faire d'autres études. Donc vous mettez quand même des challenges. Vous dites à la fois que vous n'êtes pas sûr de vous, que vous pensez que vous êtes incapable de réussir, mais en même temps vous provoquez vous-même, vous vous mesurez vous-même à ce challenge. C'est pas évident de reprendre des études quelles qu'elles soient, que ce soit des études de droit d'ailleurs ou d'autres études. Vous savez, c'est après, que ce soit de droit ou ailleurs, revenir à l'université, rentrer dans un carcan avec des cours, avec des examens, avec des partiels, avec une diversité comme ça de matières. Mais oui, une diversité de matières, avec des gens qui sont pas de votre génération, avec qui vous pouvez pas forcément échanger, qui n'ont pas les mêmes méthodes de travail. Eux, ils ont les dernières méthodes de travail du lycée ou des préparations qu'ils ont pu faire. Et vous avez pas tout ça. Donc c'est normal que vous vous sentiez un peu perdu. Mais je pense que ce qui brouille totalement aujourd'hui, et à vous entendre la piste, c'est le fait que vous soyez très stressé et que vous ayez cette peur viscérale de l'échec. Oui, j'ai cette peur de l'échec, en effet, et je suis une personne de nature très très stressée. Et puis pendant les TD, quand on rend des devoirs, j'ai de très bonnes notes. Mais quand il s'agit d'une colle où j'ai pas mes cours devant moi, mais je suis tout à fait perdue. Ouais. Et comme j'expliquais à Quentin, je me suis imposé un régime, mais un régime, je sais pas, militaire, ou je sais pas comment on peut appeler ce régime-là. C'est-à-dire, déjà mon alimentation, elle s'est beaucoup réduite, mais c'est inconscient, je le fais pas exprès parce que je suis une gourmande de nature. Et je me couche j'ai la chance d'avoir un compagnon qui est très gentil. Il me permet de me coucher à 7h du soir, à 19h. Et je me réveille à 2h du matin et je travaille jusqu'à l'heure où il faut reprendre la fac, quoi. Ah oui, vous êtes en total décalage avec la vie et l'organisation de votre vie familiale. Alors, moi j'ai quelques conseils à vous donner quand même. Oui. D'abord, Ouda, si vraiment vous avez envie de réussir, et si vous redoublez cette première année, c'est pas bien grave. Hein, vous avez un peu le temps maintenant, on n'est plus à une année près, donc c'est pas grave si vous redoublez. Ne vous mettez pas non plus ce stress. Vous avez encore une fois la chance d'avoir un compagnon qui vous demande pas de travailler et qui vous demande pas de ramener forcément un deuxième salaire à la maison. Vos enfants ont quel âge, Ouda? Ils ont 17, ils ont 16, 15 et 4 ans. Ah d'accord, oui. Et vous arrivez quand même à vous occuper de l'enfant de 4 ans? Oui, j'arrive à m'en occuper et puis mon compagnon, il m'aide beaucoup. D'accord. Il m'aide beaucoup, donc... Parce qu'il y a aussi cette culpabilité de vous dire que vous avez intérêt à réussir vos études, parce que d'un autre côté, vous avez un peu sacrifié votre famille. Donc ça vous donne encore un peu plus de stress, j'imagine. C'est ça, oui. Et oui. C'est ça. Il faut que il faut que vous vous détendiez quand même, Ouda, parce que si vous voulez réussir vos études, vous pouvez pas à la fois culpabiliser de ne pas être avec vos enfants suffisamment avec vos enfants, ou de ne pas être à la hauteur, ou de ne pas avoir acheté les bonnes courses, ou de ne pas avoir été aussi à la hauteur avec votre compagnon,
de ne pas pouvoir répondre à ces sollicitations pour sortir ou pour organiser des choses, et puis devoir travailler comme ça la nuit quand tout le monde dort, parce que j'imagine que c'est plus propice au travail lorsque tout le monde dort. C'est magnifique. Mais oui. C'est magnifique de travailler la nuit. Oui, mais en même temps, vous êtes fatigué quand même le matin et vous êtes en décalage total avec votre vie familiale. Donc, si vous devez, c'est pas grave. C'est pour ça que je vous dis, pour vous permettre de vous décontracter un peu. C'est pas grave si vous redoublez votre première année. C'est pas grave que vous fassiez votre première année en deux temps, quoi. C'est-à-dire que parce que des fois, je crois qu'on peut même passer en deuxième année en validant pas tout de la première année. Oui, donc l'enjambement, ça on appelle ça, oui. Oui, alors vous pourriez ne pas valider. Il y en a qui font. Moi, je connais des gens qui ont tout fait, qui étaient un peu dans votre situation et qui ont doublé par 2 chaque année, mais ils ont tout fait en 2 fois. Mais ça leur permettait de pouvoir continuer à vivre, parce qu'il ne faut pas non plus que si vous vous interdisiez à la fois de vivre avec votre famille, si vous culpabilisez en ne le faisant pas, et si de l'autre côté vous êtes stressé pour vos études, vous allez du coup tout rater, et votre vie de votre famille et votre vie d'étudiante et notamment de ce que vous souhaitez faire aujourd'hui. Donc il faut que vous preniez un peu de décontraction, moi je pense, Ouda. Ça, c'est la première chose, le premier conseil. Le deuxième conseil que je vous donne aussi, c'est qu'il existe aujourd'hui si vous en avez un peu les moyens et si c'est possible, vous avez ce qu'on appelle des écoles un peu parallèles, des écoles de préparation qui vous accompagnent pendant toute l'année dans certaines matières qui sont plus difficiles pour vous. Alors vous disiez le droit de la famille ou je ne sais plus. En tout cas, vous avez pour certaines matières ces écoles qui peuvent vous accompagner toute l'année et qui vous donnent un peu ce qu'on appelle, un peu ce qu'on avait nous, des cours un peu de rattrapage ou des cours où vous êtes à 2 ou à 3 simplement, et on va vous expliquer un peu mieux et vous n'êtes pas obligé d'aller en cours. Parce qu'aujourd'hui on a les cours qui sont dactylographiés, donc vous n'êtes déjà pas obligé d'aller à l'université. Vous avez simplement les TD qui sont obligatoires, ce qui va déjà arranger votre emploi du temps. Ils sont pas, pardonnez-moi de vous interrompre, non, les cours ils sont pas dactylographiés. D'ailleurs, j'ai beaucoup souffert au début parce que les jeunes ils ont l'habitude, c'est très rapide sur les claviers, mais d'une rapidité, voilà. Moi, j'arrivais pas à prendre les notes. Et puis, vous pouvez récupérer des fois par matière des polycopiés. En tout cas, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous vous inscrivez à ces écoles de formation qui existent, vous en avez certaines. Vous êtes dans la région parisienne, vous êtes où, Ouda ? Vous habitez où ? Non, je suis à Dunkerque. Dunkerque. Alors dans le nord, de Dunkerque, oui. D'accord, dans le nord, il doit y en avoir des écoles de ce type, des écoles de préparation de droit, et vous pouvez récupérer les cours justement des professeurs de l'université où vous êtes. Vous pouvez récupérer les cours et puis aller simplement côté D et avoir des cours un peu particuliers qui peuvent vous être donnés, ce qui va vous permettre de vous décontracter, sincèrement, parce qu'il y en a qui sont salariés aussi, qui réussissent, qui ont des cours que du soir, et ça, vraiment, vous ne pensez pas que vous êtes moins bonne que les autres ou que vous êtes dans l'incapacité de réussir. Simplement, vous avez quand même, plus de. Ces jeunes ont des fois, ceux qui ont 20 ans ou 21 ans, n'ont que leurs études. Vous avez quand même une vie de famille, vous avez une autre vie avant celle de l'étudiante que vous êtes aujourd'hui. Oui. Donc, si vous culpabilisez, c'est normal que vous stressez et que devant la copie de l'examen, vous devez être tremblante et remplie de sueur parce que vous vous dites que si vous ratez, vous allez encore perdre du temps. Écoutez, maître, moi, quand les examens ont commencé, disons un mois avant, je dormais plus, j'ai des plaques qui sont sorties sur le corps. Donc je suis allée voir mon médecin généraliste qui m'a lui aiguillé vers un psychiatre, et le psychiatre il m'a dit hors de question que vous passez les examens, donc il m'a donné un certificat médical bien argumenté et tout. Mais malgré tout, la secrétaire du département m'a dit si vous pouvez venir passer des épreuves où vous pensez que vous n'aurez pas besoin de réfléchir trop ou quoi, vous venez. Mais malgré ça, par exemple, pour l'anglais juridique, la copie, je vous assure que le sujet était accessible, mais j'arrivais pas à réfléchir. Non, c'est pas possible. J'étais limite, à la limite des larmes. Donc, voilà. Et puis, une autre chose, on nous dit qu'il faut pas. Il y a des matières, oui, comme les institutions, il faut apprendre par cœur, mais il y a d'autres comme droit constitutionnel ou après l'année prochaine pénale ou quoi, qu'il faut réfléchir à la réflexion. Et moi, je dis, est-ce que ça, on peut l'acquérir avec le temps? Est-ce qu'on peut critiquer et argumenter on peut avoir ça
Mais bien sûr, bien sûr. Vous pouvez, enfin, on l'entend, hein, et vous êtes plutôt bien construite dans votre tête, Ouda. Je pense que vous pouvez parfaitement réussir, et vous l'avez prouvé par le passé avec les études que vous avez menées. Donc, je pense que voilà, il y a aucune difficulté. Il faut juste que vous arriviez à prendre un peu de temps pour vous, être un peu plus décontracté, et à vous dire ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas à la pièce, il y a pas vous n'êtes pas obligé de demain gagner votre vie, de revertir une robe et d'aller plaider un dossier. Vous avez le temps. Vous avez le temps. Donc, alors vous avez Monica qui dit, dites donc, même si l'on me nommait bâtonnier de Paris, je ne me lèverai pas à 2h du matin pour avaler de la loi, mais vous y arriverez forcément. Ah oui, c'est Monica ça, moi, qui dit ça. Et l'échec, alors nous dit Valet de Cœur, l'échec est une victoire particulière. Vous vous relevez à chaque fois, donc vous réussissez. Croyez en vous. Oui, il a raison, il faut croire en vous, et je pense que vous devez à la fois retrouver cette assurance qui vous a permis de mener à bien votre cursus passé, et puis ne plus culpabiliser. Si vous prenez le temps avec vos enfants, vous prenez le temps avec vos enfants et ne vous dites pas « Oh là là, j'ai pas révisé mon cours, mon truc ». C'est pas grave, prenez le temps que vous prenez avec vos enfants, et du coup, ça va vous permettre, quand vous allez pouvoir vous concentrer sur vos études, prendre le temps et être concentré. Parce que vous savez que vous aurez pris votre temps et que vous ne serez pas en culpabilité. Parce que si votre tête est dans votre famille et votre corps est devant votre tablette ou devant votre bureau, vous n'y arrivez pas. Il faut qu'on rassemble tout. Il faut qu'on rassemble votre émotion, votre vie de femme et de maman avec vos enfants et votre conjoint. Et puis, au moment où vous êtes devant votre bureau ou en TD, là, c'est l'étudiante. Et là, vous êtes totalement concentré. Il faut que vous arriviez à ça. Et arrêtez de vous mettre la pression. Essayez de trouver une école qui vous accompagne dans le Nord. Essayez de trouver une école qui vous accompagne dans le Nord. Et elle va vous accompagner et elle va déjà vous simplifier votre vie et l'organisation de vos révisions. Vous allez voir et vous allez beaucoup mieux réussir. Et je vous le dis, si vous mettez 2 ans pour la première année, c'est pas grave. Si vous mettez 4 ans pour les 2 premières années, c'est pas grave. Et puis après, ça va aller très vite. Après, vous savez, c'est une gymnastique que vous allez parfaitement acquérir. Et dites-moi s'il vous plaît, je suis abonnée à une revue juridique, La Semaine juridique. Vous croyez que c'est bénéfique de lire les doctrines et tout ça? Ça permet d'avoir... Oui, mais c'est peut-être un peu tôt. Voilà, à mon avis, c'est un peu tôt. Un peu tôt. Je vous le dis franchement, et on va en terminer là parce qu'il faut qu'à 1h, je rentre vraiment l'antenne et il nous reste quelques secondes. Donc vraiment, Monica, faites-vous accompagner par une école de formation qui existe et qui sont des écoles qui sont des on va dire des écoles de droit, mais qui sont pas l'université, mais qui vous accompagnent pour certaines matières. Donc vraiment, trouvez ces écoles. Vous allez voir que ça va être extrêmement bénéfique. Vous pourrez pendant les vacances rencontrer les professeurs et travailler avec eux, vous allez voir, et ça va vous éclaircir vraiment l'esprit, et ça va vous permettre d'être beaucoup plus sereine. Et puis surtout, vraiment, ne culpabilisez pas si vous n'y arrivez pas tout de suite. C'est pas grave, vous allez y arriver en prenant un peu plus de temps que les autres, parce que voilà, vous avez d'autres charges que les autres n'ont pas, et vous n'êtes pas en compétition. D'accord ? Je vous remercie infiniment pour vos conseils avisés. Au revoir. D'accord, Ouda, je vous embrasse. Je vous remercie. Merci, Ouda. Bonsoir. Voilà, on se retrouve demain soir pour cette libre antenne à partir de 23h.